Bonjour à tous. Merci d'être là et bienvenue au Cloud Summit. Je m'appelle Lucie et je suis Customer Engineer sur Google Cloud. Customer Engineer, ça veut dire que je vais faire le lien entre les clients, leurs use cases, leurs besoins et nos solutions. Parmi nos solutions sur Google Cloud, certaines d'entre elles sont alimentées par de l'intelligence artificielle et du machine learning, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais également être accompagnée de Simon, qui est Sales Engineer Lead chez Devoteam, un de nos partenaires, ainsi que Yuan Foll, Data Scientist chez Solvay, et David Tonda, qui est responsable du Big Data et d'Analytics chez Solvay également. Avant de commencer, on va tâcher tous ensemble de répondre à une petite question. Qu'est-ce que le machine learning? Globalement, à haut niveau, le machine learning est un mécanisme qui va apprendre aux ordinateurs à reconnaître des modèles de la même manière que le ferait notre cerveau. Sans machine learning, on va tâcher de définir des règles, et dans à peu près tous les cas, on est certain de toujours pouvoir trouver un contre-exemple à ces règles, quelque chose qui va venir briser ces règles. Du coup, au lieu de vouloir écrire des règles, on va chercher à écrire du code qui va, lui, venir trouver ces règles pour nous. Et c'est ça le machine learning et l'intelligence et l'apprentissage automatisé, excusez-moi. Pour être un peu plus concret, on va commencer par un exemple très original, qui est la distinction d'un chat et d'un chien. Globalement, on va avoir une image, et on va du coup construire un réseau de neurones pour identifier le résultat de cette catégorisation, donc c'est un chat ou c'est un chien. Pour ça, on va prendre en entrée toutes les pixels sur une image. Et ensuite, on va avoir nos couches de neurones, qui vont être les couches intermédiaires. Globalement, ces couches de neurones, elles vont avoir un fonctionnement proche de celui de notre cerveau, avec un neurone étant un attribut qu'on va chercher et qui va nous aider dans la classification, dans la recherche de résultats. Pour faire ça, on va ajouter des pondérations à ces neurones. Des pondérations qui vont être initialement fixées aléatoirement, donc donner des résultats qui ne vont pas être cohérents. Et au fur et à mesure de l'entraînement et des exemples et de l'expérience, on va venir ajuster ces pondérations. Maintenant, avant de commencer par du machine learning, on va faire ensemble un petit exercice qui va être un exercice où on va chercher à identifier manuellement le contenu d'une image sans apprentissage automatisé. Du coup, encore une fois, un exemple très original. Donc la distinction d'une pomme et d'une orange, qui est un cas de base pour nous. Nous, ça nous semble évident. Maintenant, on va chercher ensemble à définir des règles. Quels pourraient être les critères de distinction entre une pomme et une orange? Globalement, ce qui ressort le plus, ça va être la couleur. Donc la couleur, ça marche. Si demain, on a une image qui est un peu différente, donc une couleur qui va varier, ou alors une image en noir et blanc, comme ici, la règle ne fonctionne plus. Donc il faut ajuster la règle ou alors créer une nouvelle règle. On va, par exemple, vouloir ajouter la forme ou la texture. Encore une fois, maintenant, on va chercher à ajouter un fruit. Donc un fruit qui n'a ni la même couleur, ni la même forme, ni la même texture. Il faut redéfinir des règles et retravailler ça. Donc vous allez me dire, on a pris des exemples qui sont assez proches. Dans les fruits, il y en a pas mal qui sont assez proches. Et oui, c'est vrai. Donc on pourrait venir se poser la question et se dire, est-ce que ce ne serait pas plus facile entre deux éléments qui sont complètement distincts, comme par exemple un chien et une serpillière? En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et justement, quand on fait quelque chose sans apprentissage automatisé et en définissant nous-mêmes les règles, ça veut dire qu'il faut qu'on ait conscience de tous les cas, de toutes les nuances, et qu'on ait ça en tête avant même de les voir apparaître. Bon, je ne veux pas non plus vous décourager, mais encore une fois, là, on a fait des cas de catégorisation assez simples. Donc A, B, C. Maintenant, si on avait envie de venir modéliser tout le monde qui nous entoure, clairement, il nous faut du machine learning et de l'apprentissage automatisé. Et une fois de plus, là, on n'a fait que sur des images. Si maintenant on veut venir traiter d'autres types de données non structurées, comme de la vidéo, de l'audio, du texte, vous connaissez le refrain. Enfin bon, pas de panique, on a des solutions. Donc globalement, sur la partie gauche, c'est ce dont on a parlé à la séance précédente,
on vous met à disposition des outils qui sont de do-it-yourself. Faites votre propre modèle avec vos propres données. Maintenant, sur la partie droite, on vous met à disposition des modèles qui sont déjà entraînés. Globalement, on entend de plus en plus parler de machine learning, et pour faire du machine learning, un des prérequis est d'avoir des données. Donc, ça paraît évident. Et nous, pour nos besoins internes, on a commencé à faire des modèles chez Google, et on avait pas mal de données. Et c'est ces modèles qu'on vous met à disposition aujourd'hui sous forme d'API. Globalement, à travers ces 5 API qui sont à l'écran, on vous met à disposition des modèles qui sont entraînés, qui sont prêts à l'emploi, et avec une utilisation qui est simple et rapide. On va tout de suite passer à la présentation des différentes API. Et avant ça, je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner aujourd'hui. Globalement, je vais vous présenter les fonctionnalités des API. Et puis, comme on a conscience que la distinction d'un chat ou d'un chien, ce n'est pas forcément un use case métier qui parle à tout le monde, on va aussi avoir des cas d'usage concrets qui ont été mis en place chez nos clients, qui vont être développés par Devoteam et Solvay. Du coup, on va commencer par la première API. La première API, c'est Speech API. Speech API, vous la connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Peut-être sous un mot-clé un peu différent, au travers votre téléphone ou votre Google Home, à travers le OK Google. Bon, je crois que j'ai entendu des bips, j'ai peut-être déclenché des assistants dans la salle. Globalement, Speech API, c'est ça. Speech API, c'est fournir à vos développeurs, à travers une API, la possibilité d'avoir cette fonctionnalité de speech to text. Comme vous la connaissez déjà, j'ai voulu insister aujourd'hui sur la simplicité d'utilisation. On a une API qui est utilisable donc en API REST standard, qui est aussi utilisable à partir de librairies clientes dans la plupart des langages populaires. On va retrouver par exemple le Python, le C, le Java, le Go, le Node, le Ruby, le PHP, et j'en passe. Là, sur cet exemple, c'est un exemple en Python. Vous voyez que j'importe la librairie cliente. Bon, je fais la configuration, j'envoie mon fichier audio et j'écris l'encoding au niveau de la configuration. Et j'ai juste à appeler après mon API pour avoir le résultat. Cette API, elle supporte plus de 110 langages. Elle a pas mal de features, notamment la réduction de bruit de fond. Elle fonctionne en stream, en buffer. Et on a aussi sorti une nouvelle fonctionnalité il y a quelques semaines, qui est l'introduction des timestamps. Donc globalement, je vais envoyer un fichier audio à mon API, et je vais avoir en réponse le transcript de ce fichier audio, qui est tout en haut. Et en plus du transcript, je vais maintenant avoir tous les mots qui sont dans ce transcript, avec la date de début et la date de fin. Du coup, on va passer à une petite démo, où globalement, je vais avoir des vidéos, et je vais faire une extraction de la partie audio que je vais envoyer à Speech API. Avant de vous la montrer, on va expliquer un petit peu l'architecture qui a été mise en place. On a dissocié le back-end du front-end. Globalement, sur le back-end, on a des vidéos en entrée qu'on va venir ajouter dans un système de stockage de fichiers. Ce système de stockage de fichiers, on l'a connecté à des fonctions. Ces fonctions, elles sont à l'écoute de certains événements, l'événement en question étant ajout d'un nouveau fichier dans le système de stockage. Donc, j'ajoute une vidéo dans mon système de stockage, ma fonction va se déclencher. La fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? La fonction va extraire la partie audio et l'envoyer à Speech API. Speech API, lui, va renvoyer le résultat que je vais stocker de nouveau dans un système de stockage. Je rends tout ça de manière visuelle sur un front-end qui est hébergé sur App Engine, qu'on va tout de suite aller regarder. Voilà. Donc là, je suis sur mon interface qui est hébergée sur App Engine, où on voit que j'ai pas mal de vidéos. Globalement, je peux cliquer donc, sur n'importe quelle vidéo. Ah, j'étais sûre que ça me le ferait. Je pense que, voilà, problème assez commun, qui est trouver du Wi-Fi. OK, a priori, c'est bon. Donc voilà, bon, cette fois c'est bon. Donc je récupère ma vidéo. En dessous, je vois tout le transcript, donc qui est la première partie que me renvoie mon Speech API. En dessous, sur ce transcript, je peux maintenant venir cliquer sur n'importe quel mot
et ça va m'emmener directement au moment dans la vidéo où il y a ce mot qui apparaît. Bon, à quoi ça sert? Ça sert aussi à, du coup, faire de la recherche sur du contenu de type audio ou vidéo en fonction de ce qui est dit dans la vidéo. Par exemple, maintenant, je peux venir faire une recherche sur plateforme, et peu importe le titre, peu importe les tags que j'aurai mis dessus, je vais retrouver toutes les vidéos qui contiennent le mot plateforme. Donc voilà. Cette API, elle est utilisable en API à travers les lignes de commande, comme on l'a vu. Vous pouvez aussi, dès maintenant, venir la tester sur votre navigateur à partir de l'URL cloud.google.com/speech, avant même de commencer le moindre développement. On va tout de suite passer à l'API de Natural Language Processing. Une fois qu'on a extrait du texte, on va peut-être vouloir faire une analyse sur ce texte. Et c'est ce qu'on va faire avec Natural Language API. Une des premières fonctionnalités qu'on a dans Natural Language API, ça va être l'extraction d'entités. Globalement, ici, j'ai un texte qui parle de J.K. Rowling, qui est l'auteur de la saga Harry Potter. Je vais envoyer ça à Natural Language API, qui va me détecter différentes entités dans cette phrase. Sur chacune de ces entités, je vais avoir un bout de JSON qui va me décrire cette entité. Par exemple, Joanne Rowling, il va me détecter que c'est une entité de type personne, et il va aussi m'envoyer le lien vers la page Wikipédia correspondant à Joanne Rowling. Sur Britannique, il va détecter que c'est une localisation, et il va m'envoyer le lien vers la page Wikipédia de la Grande-Bretagne. Encore une fois, Harry Potter, il va détecter que c'est de l'art, et il va m'envoyer vers la page Harry Potter. Donc, je ne vais pas faire ça pour toutes les entités qu'on a extraites, mais globalement, on a ça pour toutes les entités qui sont dans ce texte. On a aussi une analyse de sentiments. Donc, on envoie une phrase à cette API, et elle va nous retourner deux choses. Elle va nous retourner le score, allant de -1 à 1, -1 étant négatif, 1 étant positif, et la magnitude. La magnitude varie entre 0 et 100, et globalement, la magnitude, ça va être la force. Plus je vais avoir un texte qui est long, plus je vais avoir une magnitude qui est importante. Dans cet exemple, je dis « les plats étaient affreux, je n'y retournerai pas ». Globalement, ce n'est pas très positif, et l'API me renvoie du coup moins 0,9 pour le score de sentiment. Je vais aussi avoir une analyse syntaxique. Donc, je vais fournir à l'API une phrase. Ici, Natural Language API nous aide à comprendre le texte, et je vais avoir en résultat tout un tas d'éléments. Donc, je vais avoir la dépendance entre les mots. Je vais avoir le rôle du mot dans la phrase. Je vais avoir le type de mot. S'agit-il d'un adjectif, d'un adverbe, d'un verbe? Je vais avoir les racines du mot. Racine étant le singulier d'un pluriel ou étant l'infinitif d'un verbe. Et je vais avoir de la morphologie. Donc ça ne vous aide pas forcément à corriger la grammaire des enfants. Ça va nous aider à comprendre ce que veulent faire nos clients, à faire une interprétation à partir du texte, savoir qui sont les sujets, quelle est l'action et qu'est-ce que je peux faire en réaction à ça. On a aussi sorti des nouvelles fonctionnalités. Tout à l'heure, on a vu l'extraction d'entités. Après, on a vu l'analyse de sentiments. Maintenant, on a sorti l'analyse de sentiments sur ces entités. Exemple, je dis ici, j'ai aimé les sushis, mais le service était horrible. Il va me détecter plusieurs entités, notamment sushi et service. Et il va être capable de me détecter que sur sushi, j'ai un sentiment qui est positif, avec un score de 0,9, et que sur service, j'ai un sentiment qui est négatif, avec un score de -0,9. Dernière nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie sur Natural Language API, c'est la classification. Globalement, je donne en entrée un texte, et je vais avoir en retour, qui parle de baseball, et je vais avoir en retour, ce texte parle de baseball, qui appartient à sport d'équipe, qui appartient à sport. Et demain, ça vous permet de faire sur vos éléments de type texte une classification qui va être arborée. Du coup, on va tout de suite passer à la démo. La démo, globalement, on a lancé un script qui tourne sur une machine qui va écouter Twitter sur les tweets contenant le mot Paris. Ces tweets, on les récupère, on les envoie à Natural Language API et on les stocke dans BigQuery. Hop. Donc, ouais. BigQuery, je pense que vous en avez déjà entendu parler au cours de la journée. C'est un outil de data lake qui va nous permettre de faire à la fois la partie stockage et la partie analytics
en scalant jusqu'au pétabyte et en ayant des très très bonnes performances sur la partie analyse. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester à la prochaine session qui parle de BigQuery. Donc voici globalement la table que j'ai. La table avec les tweets, date de création, le nombre de followers qu'avait celui qui a tweeté, les hashtags potentiels, et en dessous, et après, tout un grand texte JSON qui correspond à la réponse de mon Natural Language API. Je vais juste vous montrer combien j'ai d'occurrences. Hop. Je vais juste aller faire un count sur la table pour vous montrer combien de lignes j'ai dans cette table. Bon. Bon, je vais passer à l'autre onglet parce que là, j'ai l'impression que j'ai un petit problème sur cette query qui normalement prend... Ah oui, en fait, j'ai ma page qui ne répond plus. Donc, je vais vous montrer directement l'autre requête. L'autre requête, c'est donc une requête... globalement, le résultat, c'est que j'avais 10 000 tweets dans ma table. L'autre requête, c'est une requête qui va combiner SQL et quelque chose qu'on appelle les User Defined Functions, qui vont être des fonctions JavaScript que je peux inclure dans mon SQL directement. Et globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre d'adjectifs et l'occurrence de l'adjectif. L'adjectif, comment je le récupère? Je le récupère à partir d'un pair sur le JSON qui est dans ma table. Donc je vais faire tourner ça, mais j'espère que ça va fonctionner, parce que celle-ci est carrément en train de... C'est toujours comme ça, de toute façon, c'est l'effet démo. Et il fallait au moins une démo qui plante dans la journée. Donc je me dévoue pour mes collègues. Ah, bah celle-ci a fonctionné. Donc, globalement, là, ce qu'on voit, c'est que sur les tweets de Paris, les adjectifs qui ressortent le plus, c'est français, nouveau, bon, grand, petit. Je ne fais aucune analyse dessus. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de très intéressant, mais je vous laisse libre. Et l'autre petite requête qu'on pourrait faire, c'était quels sont les emojis les plus tweetés. En comptant, encore une fois, donc leur nombre d'occurrences et en faisant une extraction des emojis. Et là, cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que pour les Parisiens, enfin, du moins ceux qui parlent de Paris, les emojis les plus tweetés sont le petit smiley qui rigole en pleurant et le petit smiley qui pleure. Voici des petits tips pour avoir l'air in sur Twitter. Du coup, une fois de plus, cette API, donc API REST, librairie cliente, et directement depuis votre navigateur à partir de /natural language cette fois-ci. Et maintenant, je vais tout de suite inviter Simon de Devoteam pour vous présenter un cas d'usage concret qu'on a mis en place chez nos clients. Ouais. Comment va? Merci. Merci Lucie pour cette présentation. Alors, un cas concret et direct des technologies qu'on a vues, c'est pour moi le centre de support. Et dans le centre de support, on va parler du call center. Alors vous allez me dire, c'est pas très original, on l'a vu à la session d'avant. Oui, mais c'est pas un hasard, parce que dans le call center, on a une problématique qui est évidente. Il y a beaucoup de données, mais la donnée, c'est de la voix. Et la voix, elle est déstructurée. Et quel est le problème avec une donnée déstructurée? C'est que c'est difficilement exploitable. Donc, c'est fait aujourd'hui dans un call center. On a un opérateur qui vient prendre des notes sur une conversation. Il y a des transcripts qui sont faits, mais ce n'est pas systématique. Chez Devoteam, on a mis en place une solution packagée qui utilise les technologies de Google pour répondre à cette problématique. Donc on utilise la Speech API, que Lucie vous a montré, pour transformer la voix en texte. Ensuite, on utilise l'API de langage naturel pour récupérer de l'information dans la conversation et l'exploiter dans notre solution. Et un point qui est très important, c'est qu'on vient personnaliser notre solution par rapport à un cas client. Si vous êtes une banque et qu'un utilisateur appelle et veut faire opposition sur sa carte bleue, qu'est-ce qui est important pour vous? Opposition et carte bleue.
Et vous voulez que ces deux mots-clés engendrent une priorité importante sur cette conversation. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On vient rajouter du vocabulaire qui est contextualisé par rapport au cas dans la solution de machine learning de Google. Et on utilise les API qui sont disponibles directement sans forcément avoir à créer notre propre outil de machine learning. Qu'est-ce que ça résout au final? Ça permet de passer d'un modèle où on exploite peu de données vers un modèle où on exploite en masse toute la donnée. 2, ça permet au client de venir faire du reporting sur ces données et de le réinjecter dans ses outils métiers. Et 3, ça permet de pousser des suggestions à un opérateur qui va, in fine, améliorer sa relation avec son client. Lucie, la scène est à toi. Et oui, en fait, ce n'était pas fini. Donc on continue. Vous vous souvenez de l'exemple qu'on a pris au début sur la classification sur les images? Globalement, Vision API, c'est ça. C'est à partir d'une image, vous retournez tout un tas de métadonnées sur cette image. Les fonctionnalités qu'on a dans Vision API, ça va être la détection de labels, donc l'étiquetage de vos images. Ça va être la détection de visages, donc reconnaître tous les visages sur une image, mais aussi la position de la bouche, des yeux, le sentiment global du visage, est-ce qu'il porte un chapeau ou non. Ça va être des fonctionnalités d'OCR, donc d'extraction de caractères sur une image, des fonctionnalités de détection de contenu explicite, donc de contenu considéré comme adulte ou de contenu violent. Ça va être la détection de position, donc des lieux connus, et en nous renvoyant la localisation latitude, longitude. Et ça va être aussi la détection de logos. Donc, premier exemple, photo qui ne nous met pas vraiment en valeur, c'est notre intégration chez Google au début. Donc, on porte tous nos casquettes de Noogler avec les petites hélices. Et globalement, sur mon visage, il détecte que je suis hyper contente d'être là. Il détecte aussi que je porte un chapeau. Ce qui est marrant sur cette image, c'est qu'il détecte aussi donc, que mon collègue porte un chapeau et que lui est un peu plus dubitatif d'être ici et de porter cette casquette à hélice. Bon, je continue pas, mais encore une fois, il détecte tous les visages sur la photo, placement des yeux, placement de la bouche, et il détecte aussi la catégorisation et la labellisation sur cette photo. D'ailleurs, en nous identifiant comme ingénieur. Merci Vision. Bon, autre photo. C'est la détection de lieux. Est-ce que vous savez où c'est? Donc on dirait la Tour Eiffel. En réalité, ce n'est pas la Tour Eiffel. C'est le Paris Hotel and Casino de Las Vegas. J'ai voulu piéger un peu Vision, qui a bien détecté qu'il s'agissait du Paris Hotel and Casino de Las Vegas et qui me renvoie donc la latitude et longitude de cet hôtel. Autre fonctionnalité, c'est la notation web. Donc ici, c'est une photo d'une Ford Anglia qui est extraite de Harry Potter 2. Donc Web Annotation va nous retourner que c'est une Ford Anglia. Il va nous retourner que c'est présent à l'Art Science Museum et qu'on peut le voir aussi dans Harry Potter. Il nous retourne aussi d'autres choses. Il va nous retourner une liste d'URL où l'image match complètement, une liste d'URL où l'image match partiellement et une liste d'URL qui contient cette image dans la page. On a encore d'autres fonctionnalités dans cette API, notamment l'OCR dont je parlais tout à l'heure, donc l'extraction de texte sur une image, et la suggestion de dimensionnement sur une image. Encore une fois, cette API, donc, elle est disponible via API REST, via librairie cliente dans la plupart des langages, et vous pouvez l'utiliser sur cette fois-ci le /vision. Au fait, pour l'exemple de tout à l'heure, la quatrième photo, globalement, il a détecté donc, que c'était un chien. Il est à peu près sûr de la race aussi. La dernière, il a détecté que c'était une serpillière. Et on ne va pas tous les faire, mais globalement, il a bien détecté. La troisième, il a eu un doute et il n'a pas détecté que c'était un chien, mais il a détecté que c'était une fourrure. J'aurais pas fait mieux. Il y a juste la septième où il n'a pas détecté que c'était une serpillière, mais plutôt que c'était un textile. Encore une fois, au-delà des chiens et serpillères, je vais repasser la main à Simon pour qu'il présente un cas concret. Merci beaucoup.
Non, non, les chiens et les serpillères, c'est récurrent chez nos clients. Gérer des données dans des bases de données structurées, tout le monde sait le faire. Le challenge aujourd'hui, c'est d'aller chercher les données dans l'entreprise qui sont non structurées. Donc, c'est les images, c'est le texte. Et on a énormément de volumes de données qui sont présents dans les entreprises et qu'on ne va pas chercher aujourd'hui. Je vais me concentrer sur des cas d'usage qu'on a, nous, chez des clients qui sont plus dans la banque et dans l'assurance, sur des données non structurées qu'ils reçoivent et qu'ils doivent valider par des workflows. Donc, typiquement, c'est une demande d'ouverture de compte. C'est des pièces justificatives qui sont envoyées. C'est des contrats qui sont reçus. Et aujourd'hui, manuellement, il y a des personnes qui vont traiter ces pièces justificatives et qui vont les valider. Ce qu'on peut faire très simplement, c'est par exemple prendre une carte d'identité et l'envoyer à la Vision API. Google va nous rendre le texte qu'il y a dans l'image et va nous rendre aussi la structure des différents éléments positionnés dans l'image. Donc ça nous permettra de remplacer ce processus manuel par une validation automatique qui va non seulement valider que les données sont bien les données de l'utilisateur, mais qui va aussi vérifier que la structure d'une carte d'identité française, qui est toujours la même, est bien conservée dans le cas d'une pièce justificative. Puis après, on a des cas un petit peu plus complexes. On a un client qui voulait classifier automatiquement des contrats. Un contrat, c'est une structure assez grosse. On retrouve différentes pages, des clients présents dans le contrat, etc. Et juste en utilisant la Cloud Vision API et la Natural Language API, on a été capable de classifier automatiquement des contrats sur la base du titre, du fait qu'il soit signé ou pas, la date du contrat, etc. Alors des cas comme ça, j'en ai plein. Ça peut être des produits marketing qui sont classifiés automatiquement. Ça peut être une image qui est uploadée par un utilisateur sur un site et on veut vérifier qu'elle n'a pas de contenu explicite. Ça peut être trouver des failles sur un banc de production, etc., etc. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ce type de cas d'usage dont je vous parle aujourd'hui, ce qu'on vient chercher, c'est la fiabilité et l'efficacité. C'est-à-dire qu'on va proposer au métier de se concentrer plus sur son expertise et de déléguer en fait à l'algorithme ces tâches qui sont redondantes et qui sont à faible valeur ajoutée. Lucie, j'ai besoin de toi. Hop. Merci Simon. Donc tout à l'heure, on a vu de l'analyse sur une image, ce qui est déjà assez impressionnant. Maintenant, on vous annonce qu'on est aussi capable de le faire sur de la vidéo. Donc à partir d'une vidéo, renvoyer tout un tas de métadonnées sur cette vidéo. On va avoir en fonctionnalité principale la détection de labels. Donc comme on avait sur une image, on sortait les labels présents sur cette image, cette fois-ci on va le faire au niveau de la vidéo, en envoyant donc les labels et les timestamps associés. On va aussi être capable de faire une détection de visage et de suivre le visage au long de cette vidéo, de détecter les changements de frame, les changements de scène, et de faire une suggestion de segmentation de vidéo. On va tout de suite passer donc à une petite démo qui va vous faire penser, pour ceux qui étaient présents, à celle de la keynote ce matin ou à celle de tout à l'heure sur Speech. Globalement, on prend les vidéos, on les met dans un système de stockage de fichiers qui est encore une fois connecté avec une fonction qui va se déclencher à chaque ajout de nouvelles vidéos. Cette fonction, elle, va envoyer à Video Intelligence API cette fois-ci et on va enregistrer le résultat. Donc voilà, donc c'est globalement la même interface, c'est juste que cette fois-ci, on a des vidéos. Sur chaque vidéo, je vais retrouver les labels qui sont associés. Bon, celle-ci, elle n'est pas très parlante, donc je vais passer à une autre vidéo. Donc on va retrouver en dessous les labels qui sont associés. Cette vidéo, par exemple, elle a plein de changements, et donc je vois tous les labels avec les timestamps. Ce que je suis capable de faire, c'est maintenant, sur un label, venir cliquer et voir l'image qui correspond. Et du coup, par rapport à tout à l'heure, où tout à l'heure, on faisait une recherche
à partir de ce qui était dit dans la vidéo. Maintenant, on va pouvoir aussi faire une recherche à partir de ce qu'on voit dans la vidéo. Donc, par exemple, si on cherche toutes les vidéos où il y a une tour, ça va nous renvoyer cette vidéo où dedans, on va avoir des tours. Voilà. Donc, bon, c'est globalement bon pour la démonstration. On va retourner à la présentation. Voilà. Donc, encore une fois, cette API, elle est testable via API, via librairie, et vous pouvez la tester dès maintenant sur votre navigateur, cette fois-ci avec le / vidéo-intelligent. Et on va tout de suite passer à la dernière API qu'on évoquera aujourd'hui, qui est l'API de traduction. L'API de traduction, encore une fois, je suis assez confiante avec le fait que vous l'ayez déjà tous testé. Elle fonctionne sur plus de 110 langages. Elle a une détection de la langue qui est faite automatiquement. Et ce qui est assez fort, c'est qu'elle est constamment améliorée. Un use case assez commun sur Translate, c'est Airbnb. Effectivement, à chaque fois qu'on va aller faire une réservation sur Airbnb, c'est dans un contexte de voyage. Donc on va voyager. Et ce qui se passe sur Airbnb, c'est que 50% des réservations qu'on fait sont faites dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, dans un pays qui ne parle pas la même langue que nous. Du coup, avec Airbnb, enfin ce qu'Airbnb a fait plutôt, c'est d'utiliser Translate API pour traduire toutes les descriptions des lieux dans la langue maternelle de l'utilisateur, ainsi que tous les commentaires associés à ces lieux-là. Je vous disais que c'était une API qui était constamment améliorée. Je pense que vous avez dû le sentir, en fait. On a fait une modification sur notre API où maintenant on a un réseau de neurones. On a un article qui est très intéressant qui parle de ce qu'on a fait dessus, qui est l'article sur ce lien-là, si vous voulez aller le consulter plus tard. Et du coup, finalement, cette API, elle est constamment en évolution. Une fois de plus, on peut l'utiliser, donc API, librairie cliente, et vous pouvez la tester dès maintenant sur votre navigateur avec le /translate. Et je vais maintenant tout de suite inviter à venir sur scène Solvay, donc Johan et David, que je remercie encore d'être là. Merci. Bonjour, je suis aujourd'hui en charge chez Solvay d'une équipe qui s'appelle Big Data Analytics. C'est une équipe qui est à la fois en charge des solutions donc, technologiques, mais qui est aussi un centre de compétences qui est là pour délivrer des projets chez Solvay sur le machine learning et les analytics en général. Alors Solvay, c'est un leader mondial de la chimie. Alors, ce qui est important dans ce cas particulier, c'est qu'on est présent un peu partout dans le monde, dans 58 pays dans le monde, et qu'on a 27 000 employés. Au sein de Solvay, il existe une entité qui s'appelle les services partagés, donc le Solvay Business Services, qui prend en charge plusieurs des grands services internes. Donc, on parle de choses comme les factures, les commandes, la paye, mais aussi toute l'informatique. Alors, on parle ici de centaines de personnes réparties dans le monde dans des centres de services, mais aussi des partenaires en offshore, en particulier pour l'informatique. Tous ces services-là sont appelés via un ticket. Donc, quand on veut utiliser ce service, on doit créer un ticket. Alors, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, aujourd'hui, on est à 100 000 tickets traqués par mois. Donc, on a une énorme base de 7 millions de tickets historiques. Et alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on a aujourd'hui des tickets qui viennent de 100 pays différents, parce que ça vient des clients et des fournisseurs, entre autres, et dans 70 langues différentes. Alors, si on regarde le process actuel, alors tout d'abord, on a différents systèmes de ticketing. Donc, nos utilisateurs sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils doivent aller créer leur ticket. Et alors, en plus de ça, l'interface est un formulaire où on demande à l'utilisateur de catégoriser ses tickets. Alors, c'est criblé d'acronymes. Donc, vous imaginez que notre ouvrier en Chine, il a beaucoup de mal à savoir où est-ce qu'il doit créer son ticket dans le système. Alors, une fois qu'on a pris ce ticket-là, on a des équipes entières qui sont dédiées à
traduire ces tickets-là, parce qu'on a des partenaires qui ne travaillent que en anglais, mais aussi les router et aussi changer la priorisation. Alors si on parle juste de la partie translation, donc, on a au minimum 1000 tickets à traduire par mois. Donc si ça prend 10 minutes par ticket, on est déjà à 39 heures par jour. Alors évidemment, personne ne parle 70 langues, donc ça fait un groupe de personnes. Et alors, en plus de tout ça, donc on traite le ticket, mais on a aussi besoin de pouvoir calculer des KPI pour pouvoir respecter tous les SLA qui ont été signés. Voilà. Je vais passer la main à Johan qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer cette situation. Merci David. Notre enjeu premier est donc de partager avec nos collaborateurs extérieurs qui travaillent exclusivement en anglais un certain nombre d'informations. L'information est stockée dans différents systèmes transactionnels de tickets et on doit la consolider à un endroit. Nous avons donc choisi BigQuery, qu'on a déjà vu tout à l'heure, pour consolider toute l'information. Consolider l'information à un seul endroit n'était pas suffisant pour nous. Comme je le disais, on a besoin de traduire. Donc on a utilisé le Translate API pour ajouter l'information de la traduction à chacun de nos tickets. Vous pouvez voir aussi qu'il y a le NLP qui est intégré. Pourquoi? Pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais nous savons que la structuration de l'information textuelle est très importante. Et dans d'autres projets, nous l'avons utilisé. Nous nous sommes vraiment rendus compte de la valeur ajoutée de ce type d'outil. Donc nous avons voulu l'intégrer tout de suite. Ce qui résulte de ces outils mis en place, c'est premièrement une meilleure analyse pour nous-mêmes des tickets, parce qu'on a maintenant un dashboarding qui nous permet de suivre tout ça. On peut voir plus facilement le cycle de vie de chacun des tickets des différents systèmes, et on peut collaborer avec nos partenaires en anglais en ayant réduit la charge de travail sur ce côté-là. Nous n'avons pas du tout envie de s'arrêter là. C'était un début, mais l'utilisateur, pour lui, c'est toujours compliqué. Il a toujours à choisir entre différents outils à l'heure actuelle. Nous voulons aller plus loin. La première chose essentielle est donc d'avoir une interface unique, qui peut être une application web, un chatbot ou les deux, dans lequel l'utilisateur va simplement venir et exprimer son problème. Par exemple, il est arrivé, il me semble que c'est un très bon ami de David, il a posé la question « Comment me débarrasser de ma belle-mère ?» On va voir tout à l'heure comment caractériser ce genre de ticket-là. La première chose à faire, tout simplement, c'est comprendre la volonté de la personne. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose de malhonnête. On pourrait même d'ailleurs la censurer avec d'autres API de Google. Une fois qu'on a compris ce que l'utilisateur avait besoin, quel était son problème, on n'a pas envie de créer un ticket tout de suite. Pourquoi s'ajouter tout de suite de la charge de travail alors qu'on peut rendre l'utilisateur beaucoup plus autonome? On va le rediriger directement vers de la documentation. À ce moment-là, l'utilisateur va répondre lui-même à son problème ou non. Dans le cas où il ne répond pas, il va pouvoir tout simplement confirmer que son problème est toujours en cours. Et donc, on va utiliser ce qu'il a exprimé en langage naturel pour créer automatiquement le ticket. Quand on crée le ticket, on va ajouter un grand nombre d'informations grâce au machine learning. La première chose, c'est donc les différentes catégories. Évidemment, le problème de la belle-mère, c'est un problème HR. On a donc la traduction aussi à la volée, avec cette fois-ci des modèles préconstruits, mais on peut aussi encore aller plus loin. Quand on est un utilisateur, qu'on exprime un problème, on aime bien savoir si on va avoir la réponse demain, après-demain ou dans un mois. Donc on va aussi prédire la date de résolution du ticket. Et on va le prioriser, bien évidemment, en fonction aussi des dates. Donc on se retrouve avec un ensemble de fonctionnalités pour rendre l'utilisateur un peu plus heureux. Cette fois-ci, on utilise, en fait, comme Lucie a présenté tout à l'heure, des machine learning APIs préconstruites. Donc on en utilise encore un certain nombre, mais on va encore aussi plus loin en utilisant TensorFlow et CloudML Engine pour tout simplement déployer le modèle que l'on va construire sur GCP. En faisant cela, on a une expérience utilisateur qui va être améliorée certainement, et on a surtout, à l'heure actuelle, une performance qui est suffisante. Si on prend simplement les deux niveaux de catégorisation des tickets, avec ce qu'on a fait à l'heure actuelle, nous sommes déjà à plus de 99% de bonne classification de tickets, ce qui est très intéressant. Petit point en termes de projet.
On peut avoir l'impression que ce sont des projets longs, mais vous avez pu le voir avec les conférences d'avant. Ce sont des projets qui sont assez rapides à mettre en place avec les nouvelles technologies. Ici, ce qui a été le plus long, c'est quasiment la définition des KPI à partager. Après, le développement avec les API et la consolidation dans BigQuery, ça a été très rapide, quelques mois. Et la fin d'année, ici, maintenant, on va se consacrer à cette version 2 que je viens de vous proposer. Donc, en conclusion, ce qu'on a ici avec les outils GCP, ce sont des choses qui nous permettent d'avoir un développement rapide, de réduire la charge dans certains cas, comme avec la traduction, d'avoir différents services puissants, avoir une traduction de la qualité de Google API par vous-même, bon courage. Et surtout, on peut améliorer l'expérience utilisateur. Ici, on développe des choses pour notre utilisateur, et c'est bien là l'important. Nos utilisateurs sont satisfaits de ce que nous avons fait, et globalement, ils sont contents de retrouver un dashboard qui leur permet de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser un peu plus le passé et les cycles de vie des tickets. Maintenant, ils sont aussi très envieux et beaucoup plus exigeants sur la suite. On leur avance des choses, des prévisions, mais ils sont très confiants. Et c'est notamment grâce avec une collaboration avec Devoteam que l'on a avancé sur ce projet qu'on a pu réaliser ça. Donc je vais leur laisser la main pour finir cette belle conférence. Je ne crois pas qu'on m'entend. Merci Johan. Si, c'est bon. Merci Johan, merci David pour ce témoignage. Alors, le machine learning, tout le monde en parle, mais qui est-ce qui en fait vraiment? Il y a 2 semaines, j'avais rendez-vous avec le DSI d'une société de transport française, et les sujets de machine learning sont arrivés dans la conversation puisqu'ils ont du sens dans l'entreprise, ils résoudent un certain nombre de problématiques. Mais à la fin de la conversation, le DSI m'a dit « Simon, le machine learning, c'est génial, mais pas cette année. Cette année, je dois me concentrer sur mon ERP, cette année, je dois renouveler mon intranet, et je me pose beaucoup de questions sur un projet de machine learning. Quelles sont les données qui sont éligibles à un projet de machine learning? Moi, j'ai un volume de données qui est monstrueux dans mon entreprise, et surtout, comment est-ce que je peux aller chercher de la valeur rapidement? Bon, j'avais 3 bonnes nouvelles pour ce DSI. La première bonne nouvelle, déjà, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est le métier qui s'approprie un projet de machine learning. Pourquoi? Parce que c'est impactant pour son quotidien, et le métier s'implique énormément, que ce soit en temps, puisqu'il faut venir définir les règles de ce machine learning et valider que la solution est bien en place, et que ce soit aussi de façon financière. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si on utilise les API de Google, un projet de machine learning, c'est simple et c'est rapide. C'est simple parce qu'on vient consommer le machine learning de Google. On ne vient pas le réinventer nous-mêmes. Et c'est rapide parce que l'API, elle nous donne un temps de réponse record. Et la troisième bonne nouvelle, monsieur le DSI, c'est que vous pouvez compter sur Devoteam pour faire de ce projet un succès. Mais Devoteam, qui c'est? Devoteam, c'est une entreprise de 5000 collaborateurs en Europe qui est au service de la technologie depuis un peu plus de 20 ans. Donc, nous travaillons avec des grands comptes et on a choisi Google comme partenaire stratégique pour élaborer la transformation du métier et de la DSI. Devoteam G-Cloud, ou G-Cloud, c'est l'expertise Google au sein du groupe. Nous, on est des passionnés de Google. On est né avec Google et on a grandi avec Google Cloud. Et les 3 chiffres clés de G-Cloud, c'est 8 ans d'expérience, c'est 80 collaborateurs et c'est 1200 clients qu'on a onboardés avec nous dans l'histoire Google. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, et ce qui fait aujourd'hui que mon métier il est toujours passionnant, c'est que je suis convaincu que Google ne va pas s'arrêter d'innover et que je vais continuer à proposer des méthodes à mes clients pour les challenger sur leur quotidien et dans leur marché. Et notre conviction, elle est simple.
Aujourd'hui, il est nécessaire d'ouvrir la communication entre les métiers et il faut faire tomber les silos de la donnée pour démultiplier sa valeur. Cette conviction, j'espère qu'on a pu vous la montrer aujourd'hui, mais s'il y a un message que je voudrais que vous reteniez en partant de cette séance, c'est celui-ci. Un projet de machine learning, c'est simple, c'est puissant et c'est rapide. Merci beaucoup. Voilà, bon, merci à tous les trois. Et puis merci à vous tous.